Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. C'est le cofondateur de Ledger. Il est également juré dans Qui veut être mon associé sur M6. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, notamment dans le monde du travail. Alors, première question, on va voyager un petit peu et on va partir au Japon. Le Japon est le premier pays du monde où c'est possible d'être payé en crypto-monnaie. Il y a aussi l'Australie ou le Costa Rica, entre autres. C'est quoi l'intérêt d'être payé en Bitcoin, par exemple? Et est-ce que tu penses que c'est possible que ça sera mis en place en France? Alors, l'intérêt d'être payé en Bitcoin, c'est un choix qui est plus philosophique, de vouloir recevoir des cryptoactifs et donc du Bitcoin plutôt que de la monnaie fiduciaire, tout simplement parce que la personne qui va le demander va penser que cette monnaie à plus long terme a plus de pouvoir d'achat que le yen ou en France que l'euro, et donc va demander à être payé directement dans cette monnaie. Donc, il n'y a pas d'avantage direct, c'est vraiment un choix philosophique de positionnement sur l'échiquier financier que de vouloir être payé en Bitcoin, tout simplement parce qu'on pense que à long terme, il faut mieux avoir des Bitcoins que des euros, et donc c'est un choix personnel, et le fait d'être payé directement dans cette monnaie évite de passer ensuite par un broker pour changer, et donc d'être peut-être plus fluide. Et aussi, je pense, envoyer un message à son employeur, et aussi de l'employeur envoyer un message à l'employeur en disant on est souple, on te permet de te payer dans la monnaie que tu veux et de la manière que tu préfères. Il y a de plus en plus de personnes qui voyagent dans le monde entier, qui sont auto-entrepreneurs, on va dire, ou qui sont peut-être salariés, mais qui vont bouger d'un pays à l'autre. Et le fait d'être payé en Bitcoin peut-être aussi facilite le principe du voyageur, puisque on a une monnaie de base qui n'est plus liée à celle des différents pays que l'on va visiter. Et tu penses que ça peut arriver en France? Alors, non, pas tout de suite, parce que ça va nécessiter un sacré changement dans la loi, puisque en France, si on veut payer un salarié, on doit le faire dans une monnaie qui a cours légal. Et jusqu'à preuve du contraire, le Bitcoin n'est pas une monnaie fiduciaire qui a cours légal. Et je pense que avant que le Bitcoin soit reconnu comme une monnaie légale par l'État et par l'Europe, il y a encore pas mal de chemin à faire, et donc je pense pas que ce soit pour demain. Donc il y a ce premier blocage qui empêcherait de payer en Bitcoin. Ensuite, la loi impose de payer par virement bancaire. On pourrait potentiellement payer en dollars, si par exemple on a un salarié qui est plutôt ou en francs suisses, si on a un salarié qui est en Suisse par exemple. Donc ça, c'est possible de payer dans une autre monnaie, mais ça doit être fait par virement bancaire. En dessous de 1 500 €, on peut le faire en espèces, mais c'est quand même extrêmement encadré, et on n'a pas trop le choix sur le moyen de paiement de son salarié. Parce que le risque que l'on prend, en fait, en le payant par exemple en Bitcoin, en disant je m'en fiche, je le paye en Bitcoin, c'est tout simplement que le salarié revienne et dit attendez, vous m'avez pas payé, et donc de devoir payer deux fois. Donc ce serait l'employeur qui prendrait un risque de payer en Bitcoin, puisque ce moyen de paiement n'étant pas reconnu par la loi. Eh bien, l'employé pourrait, de très mauvaise foi, ce serait vraiment pas très gentil, après avoir insisté d'être payé en Bitcoin, de revenir vers son employeur et dire mais je comprends pas, j'ai rien reçu du tout, et de réclamer, et gagnerait évidemment sa demande. Il serait obligé d'être payé à nouveau en euros. Et est-ce que tu penses que ça serait un plus pour la marque employeur, donc le fait de fidéliser les talents déjà présents et d'attirer de nouveaux talents, de justement payer les employés en crypto-monnaie? Alors, je pense que pour certaines entreprises, oui. Moi, j'ai cofondé la Maison du Bitcoin en 2014, et on avait des employés qui souhaitaient être payés en Bitcoin. Donc, on en l'a fait pour certains. On avait notamment un employé qui n'avait pas de compte bancaire, et il y avait là une exception qui permettait de pouvoir payer en cash. Et on a décidé donc de dire que c'était pas du cash mais du Bitcoin. Et il est pas venu nous voir pour réclamer à nouveau un paiement, donc on l'a fait. Cependant, c'est quand même un petit peu bancal, et donc pour une entreprise qui aurait pignon sur rue avec une DRH, avec une comptabilité, ce serait un petit peu plus rock'n'roll de le faire. Cependant, il y a donc de plus en plus d'employés qui s'intéressent à ces sujets et qui verraient comme
un bonus d'être payé en crypto-monnaie. Il y en a qui le demandent, donc ça arrive. Je pense que c'est une toute petite minorité évidemment, mais ça dans les boîtes de tech et surtout celles qui sont dans l'univers Web3, crypto, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui pourraient le demander. Et bien sûr que ce serait vu comme un aspect positif côté marque employeur. On va parler blockchain maintenant, si tu veux bien. Le site Nexteconomy a écrit « La blockchain permet également une décentralisation des processus de coopération et du travail. L'avènement du Web 3.0 va encore renforcer cette tendance vers des organisations moins hiérarchisées. Pour les freelances, cela signifie des relations de travail moins bureaucratiques, plus agiles, et des clauses de contrat automatisées comme la facturation et le paiement. » Tu penses quoi de cette analyse ? Alors, quand on parle de blockchain, moi, je pense tout de suite à bullshit. Depuis une dizaine d'années, on parle de la blockchain comme un moyen de décentraliser des process, etc. Mais en fait, en réalité, ça n'a aucun sens. Ce qui aurait du sens dans ce qui a été expliqué, ce serait le fait de faire appel à des smart contracts qui viendraient contractualiser la relation entre l'entreprise et l'employé, mais directement sous un paiement de tokens, par exemple, du coup là en Ether ou autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le travail se fait vraiment dans un univers de cryptoactifs, où on est payé en cryptoactifs, tout ceci pourrait potentiellement être géré par un système décentralisé type DAO, c'est-à-dire c'est des entreprises autonomes décentralisées qui n'existent que sur la blockchain. Là, ça peut avoir du sens, mais il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites en 2017, 2018, mais ça n'a jamais vraiment rien donné. Si par contre on dit on prend que de la blockchain comme ça pour faire de la décentralisation, pour moi c'est du bullshit, ça n'amène à rien. Ce qu'on peut reprendre par contre comme intéressant dans ce qui a été dit, c'est le Web 3, où là l'idée c'est de redonner aux citoyens, à l'employé, au client, à l'utilisateur, la possession de ses données, de ce qu'il fait. Et là, on va beaucoup plus loin que simplement le monde du travail. C'est vraiment redonner du pouvoir à l'utilisateur d'une manière générale, donc avoir un pouvoir sur la gestion des process, sur la captation de ces données. Je vais prendre un exemple très très simple. Aujourd'hui, par exemple, si tu as un compte YouTube, t'achètes des vidéos pour les voir. Bon, si tu fermes ton compte YouTube, tu n'auras pas tes vidéos, tu peux pas les donner à quelqu'un d'autre. Si tu as acheté des films, ça ne t'appartient pas. L'idée du Web 3, c'est de dire que ça t'appartient vraiment, et donc ça pourrait passer d'une plateforme à l'autre. Et donc en étendant ça aussi, par exemple, au monde du travail, de la contractualisation, ça pourrait fonctionner, mais à condition qu'on soit vraiment dans un univers financier basé sur la décentralisation, la tokenisation et la blockchain, dans le vrai sens du terme, et pas juste une espèce d'expression bullshit où on se dit qu'on va avoir de la blockchain qui va gérer des trucs alors qu'en réalité, ça n'a aucun sens. Très, très clair. Ce qui est clair aussi, c'est que la crypto-monnaie arrive en force dans le monde du travail et on parle pas forcément des salaires, on parle d'offres en général. Selon une étude publiée par JobFit, les offres d'emploi liées aux crypto-monnaies ont été multipliées par 3 ces dernières années, c'est énorme. C'est quoi les métiers liés à la crypto et comment on explique cet engouement ? Alors, il y a un développement du Web 3, de la crypto en général. Il y a eu un peu une explosion en 2021, puis après, ça s'est un petit peu calmé, parce qu'on est quand même dans des univers qui sont cycliques. Cependant, aujourd'hui, les métiers, ils sont principalement autour de l'univers financier, la finance décentralisée. Donc, ça peut être du trading, ça peut être des places de marché, des brokers. Donc, tout ce qui est, parce que c'est aujourd'hui l'activité la plus importante autour des cryptoactifs, c'est acheter, vendre, faire du trading, faire du staking, enfin faire tout un tas de choses autour de ça. Donc il y a beaucoup d'institutions financières qui veulent avoir des connaissances en interne liées aux cryptoactifs et au Web3, et donc ils recrutent beaucoup. Et il y a ensuite toutes les startups, plutôt la tech, qui développent des protocoles, qui développent des produits et qui ont donc besoin d'avoir des ingénieurs ou des développeurs qui connaissent le Web3, la blockchain, les cryptoactifs, donc la cryptographie en général, et aussi des personnes qui peuvent être dans le marketing, dans la gestion communautaire, qui sont à l'aise avec ces sujets pour pouvoir parler le bon langage et puis recruter des clients. Donc c'est une tendance qui continue de se développer, puisque même s'il y a eu des cycles, à un moment tout le monde parlait des NFT, puis après plus personne parlait des NFT. Donc bien sûr qu'il y a des cycles
On parlait du métaverse, aujourd'hui c'est complètement terminé. Donc il y a des moments où ça s'emballe, il y a des moments où ça retombe, où le soufflet retombe. Cependant, il y a quand même une lame de fond qui est là, qui continue de se développer. Et la preuve, il n'y a qu'à voir aujourd'hui le prix du Bitcoin, qui est autour des $70,000, qui a plus que doublé en quelques mois. Donc ça veut dire que la partie est loin d'être terminée et qu'on va continuer de voir des développements dans ce domaine. Et comment t'expliques justement cet engouement, ce déploiement ces 3 dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé de marquant pour l'expliquer selon toi? Alors, en 2021, ce qui a participé au développement, c'est tout simplement le fait qu'il y a eu énormément d'argent dans la tech, avec l'impression de beaucoup de l'augmentation de la masse monétaire en dollars, en euros pour faire face au Covid. Donc tout ça, ça a ruisselé et ça a bénéficié à la tech en général, et donc beaucoup aussi aux cryptoactifs. Et donc ça a généré un bull market qui a fait beaucoup d'intérêt, qui a généré beaucoup de passion. Et donc c'est aussi à ce moment-là où il y a la technologie du NFT qui est arrivée, avec la possibilité de pouvoir créer des nouveaux modèles de financement pour les créateurs de contenu. Donc ça a fait un énorme engouement. Après, ça s'est bien calmé. Et là, ça revient et on reparle de plus en plus des cryptoactifs. Et la preuve, je pense que si aujourd'hui tu décides d'en parler, c'est aussi parce qu'il se passe des choses. On a bien vu en début d'année l'apparition des ETF, c'est-à-dire en fait des trackers du prix du Bitcoin, qui permettent à des institutions financières classiques, des fonds de retraite, etc., d'investir dans le Bitcoin de façon extrêmement simple. Tout ceci a généré plus de 10 milliards d'investissements dans les cryptoactifs. Et donc forcément, donc ça fait monter le prix, ça refait parler du Bitcoin, d'Ethereum, etc. Ça redonne un coup de fouet. Il y a plus de fonds d'investissement qui arrivent à lever de l'argent, qui arrivent à déployer des montants de plus en plus importants dans des projets de plus en plus importants. Et donc tout ceci redémarre le marché des cryptoactifs Web3 en général. Et on va continuer de voir de plus en plus de levée de fonds, de développement, parce que à nouveau on est dans une phase un petit peu de bull market. Donc et à un moment ça va retomber. On est sur des cycles. Cependant, à chaque fois, on continue de monter, de se développer. Et donc, à long terme, les cryptoactifs vont continuer de se développer. Moi, je pense aussi à des créateurs de contenu comme par exemple Asher, oui, que tu connais certainement. Bien sûr. Est-ce que tu penses que justement la prise de parole des créateurs de contenu vis-à-vis des crypto-monnaies contribue au fait qu'il y a cette espèce d'effervescence qui se crée et cette notoriété grandissante qui va jusqu'à toucher le monde du travail? Alors, le premier driver de la notoriété, d'une manière générale, c'est quand même le développement global des cryptoactifs, du Bitcoin et du prix. Quand le prix monte, il y a un intérêt qui se fait, et c'est là où les influenceurs, plutôt les créateurs de contenu, pour Asher, qui est pas un influenceur, mais vraiment quelqu'un qui crée du vrai contenu avec une vraie qualité, va générer plus d'audience et d'attente, et donc il va contribuer à permettre aux gens de comprendre le Bitcoin, par exemple. Et donc, c'est des prises de parole de plus en plus importantes. Il est invité de plus en plus sur des plateaux télé. Il va participer à d'autres podcasts, etc. Et donc, ça va ruisseler. Et on se retrouve à parler de sujets de cryptoactifs dans le monde du travail, effectivement, alors que il y a 2 ans, personne n'aurait voulu en parler, puisque de toute façon, on serait dit, ça sert à rien, c'est mort, parce qu'encore une fois, c'est des cycles. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a énormément de changements, que ce soit au niveau du télétravail, de la semaine de 4 jours, des personnes qui veulent d'abord mettre leur vie perso avant la vie pro, avec tout ce que ça implique, c'est un sujet extrêmement vaste. Et le fait donc de pouvoir voyager, d'être libre, de pouvoir reprendre en main en fait toute sa vie, de posséder ses données, d'être un être souverain, si je puis dire, va dans le sens de la décentralisation et des cryptoactifs. Et donc oui, je pense qu'on aura de plus en plus de personnes qui demanderont à être payées en cryptoactifs, même si d'un point de vue législatif aujourd'hui c'est compliqué. Alors après, on peut utiliser par exemple, quelqu'un qui voudrait se faire payer en cryptoactifs, il peut très bien ouvrir un compte en banque chez CoinHouse, qui est un broker. Il a un compte IBAN, il se fait payer normalement et automatiquement son salaire est converti. Donc, il y a des moyens de pallier à ça. Et donc, si vraiment on veut être payé en cryptoactifs, on peut y arriver, mais c'est par rebond. On peut pas le faire directement. Et on embrasse Asher au passage, avec qui j'ai eu le plaisir d'être speaker à Vivatech l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Alors, on a voyagé au Japon, maintenant on va voyager en Belgique, si tu veux bien, Eric. Alors, en Belgique, plus de 10% des ménages possèdent de la crypto-monnaie. Toujours selon Nexconomy, ce sont 500 000 personnes qui ne s'adressent pas à leur banquier pour investir. Est-ce que la crypto peut tuer les banques? Une grande question que je pense que tu as beaucoup entendue. Oui, alors,
Non, la crypto ne va pas tuer les banques. Les banques, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est à la base? C'est les banquiers. Le rôle des banquiers, c'est de faire le pont entre des personnes qui ont des besoins financiers et le système financier. Si le système financier évolue et intègre le Bitcoin, la finance décentralisée, etc., le métier du banquier va évoluer et son objectif sera de proposer des alternatives. La vraie difficulté, c'est de savoir est-ce que la banque va elle-même évoluer pour intégrer les cryptoactifs, les considérer et plutôt essayer d'embrasser cette révolution plutôt que de la repousser. Je pense que les banques aujourd'hui ont compris qu'on était face à une technologie qui n'allait pas disparaître et qu'il était intelligent d'investir là-dedans et d'ouvrir un petit peu les bras, alors qu'avant ils étaient plutôt extrêmement fermés et hostiles. Et il y a certaines banques, comme par exemple la Société Générale, qui travaillent beaucoup sur ces sujets parce qu'ils ont compris que c'était des éléments de demain. Et clairement, aujourd'hui, les jeunes générations, la génération Z, etc., est beaucoup plus, on va dire, connaît beaucoup plus les cryptoactifs et va investir et posséder des cryptoactifs. Et si elles veulent pouvoir travailler avec des banques plus classiques et un jour aller voir des banques privées ou ce genre de business, ces banques-là vont devoir évoluer et accepter que ces nouveaux clients aient des bitcoins et des cryptoactifs et donc vont devoir complètement changer leur back-office. Et ça va prendre du temps, mais on est passé d'un « ah non, c'est pas possible, c'est le blanchiment, le financement du terrorisme » à aujourd'hui « ok, on a compris que c'est un vrai changement, qu'il y a une vraie réalité derrière tout ça. Par contre, la régulation aujourd'hui nous empêche de le faire. Il faut juste qu'on fasse évoluer tout ceci. Et donc, la régulation évolue et pourra peut-être créer une révolution là-dedans. Mais en tout cas, il me paraît évident que les banques doivent évoluer sur leur métier. Et la preuve aujourd'hui, de toute façon, c'est les néobanques qui avancent. Les banques classiques sont boudées. La notion de banquier, de quartier, tout ça, c'est terminé. Et les banques doivent évoluer. Quoi qu'il arrive, crypto ou pas, le métier doit complètement se réinventer. Un système à déconstruire pour reconstruire. Alors là, on va aborder une des innombrables idées reçues, on va dire, sur la crypto, c'est l'idée de facilité. On reste sur le site Nexconomy qui dira « C'est probablement la facilité d'utilisation qui plaît aux investisseurs. Il suffit d'ouvrir un compte sur une plateforme de crypto, d'y virer le montant de son choix et d'acheter les premiers Bitcoin ou Ethereum. » Alors, je sais pas si je le prononce bien. Bitcoin, Ethereum. La crypto, c'est aussi facile que ça? Non. La crypto, c'est pas aussi facile que ça. Ça nécessite de comprendre de quoi il en retourne. C'est-à-dire que je pense que, alors, il faut bien rappeler, pour parler du Bitcoin, par exemple, c'est un actif spéculatif dont le prix peut varier beaucoup. Il y a beaucoup de volatilité et donc c'est un investissement qui est risqué, il faut le rappeler. Et il est important, comme tout, de faire ses propres recherches et de comprendre le Bitcoin avant d'investir. Et le fait d'investir permet aussi de le comprendre. Et donc, il faut le faire dans cette démarche-là. Et c'est une démarche qui prend du temps. C'est pas une démarche qui est extrêmement complexe. Je pense que tout le monde peut tout à fait le faire. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc, c'est dans ce sens-là où il y a une facilité. Il suffit d'ouvrir un compte chez CoinHouse, par exemple, et puis d'acheter pour 100 € de Bitcoin. Enfin, c'est très simple. C'est comme aller acheter de l'or. Il n'y a pas de barrière. C'est plus simple que d'acheter une action. Donc, cela, c'est facile. Cependant, je pense que cela n'a de sens que si on comprend vraiment ce qu'est le Bitcoin, ce qu'implique la décentralisation, pourquoi le Bitcoin a une valeur, ce qu'il représente et ce qu'il peut représenter dans le futur. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast de s'y intéresser parce que le grand intérêt du Bitcoin, c'est que pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre la monnaie. Et le jour où on a compris comment fonctionne la monnaie, l'euro, eh bien, on a énormément appris et donc c'est en ce sens qu'il me paraît important d'avoir cette démarche et donc la conclusion c'est que c'est pas simple, c'est pas juste en claquant des doigts, juste acheter pour spéculer. Je pense que c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut c'est vraiment apprendre, comprendre et ça a toujours été le sens moi de mon travail en parlant des cryptoactifs depuis plus de 10 ans, d'essayer de dire comprenez. Parce que c'est important de comprendre comment la monnaie fonctionne. Et tu as raison, c'est très important de préciser que c'est un placement risqué. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de facilité, ça demande du savoir-faire, de la formation, beaucoup de pédagogie, comme ce que tu fais d'ailleurs au quotidien. Alors tout à l'heure, tu disais très justement qu'il y a un cadre légal autour de la crypto-monnaie, notamment en France, qui du coup fait qu'on ne peut pas payer aujourd'hui en France un salarié en crypto-monnaie. Pour rester dans le cadre légal, est-ce qu'on peut investir en crypto-monnaie avec sa société ? Bien sûr. À partir du moment où une entreprise a une trésorerie
dont elle ne va pas avoir besoin à court terme, elle peut tout à fait le placer, et les entreprises le font régulièrement, et c'est complètement possible de le faire en cryptoactifs. Là, il n'y a aucune loi qui ne l'interdit. Il y a tous les outils comptables qui existent pour pouvoir traiter cela dans le bilan de manière simple. Et il y a ensuite toute l'ingénierie de conseil qui permet de prendre les bons choix au bon moment. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un investissement plutôt long terme, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et donc, c'est des investissements qui doivent se faire avec une trésorerie qu'on va garder pour 2 ans, 3 ans. Enfin, on va pas faire ça juste en 2 ou 3 mois, puisque là, on prendrait un risque qui sortirait du cadre des statuts de l'entreprise, qui n'est pas là pour spéculer. Mais en tout cas, c'est complètement possible. Il y a les bons outils et c'est 100% légal. Eh ben, merci pour cet éclaircissement. On assiste à une vraie effervescence des cryptos, comme on l'a dit tout à l'heure. On a notamment 30% des Français qui envisagent d'investir dans les crypto-monnaies. C'est un sondage Ipsos. C'est important de rappeler que l'évolution du marché crypto est incertaine, comme tu l'as si bien dit. Donc, par rapport à cette donnée-là, tu conseillerais quoi aux gens qui ont investi ou qui souhaitent investir dans les cryptos? Alors déjà, je pense que c'est un bon réflexe. Moi, je suis pas là pour faire du conseil en investissement, mais en tout cas, à long terme, et encore une fois, je le précise et je le répète, à long terme, il me semble que investir dans le Bitcoin, les cryptoactifs, est intelligent. Il faut rappeler que c'est un actif spéculatif et qu'il faut pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre, et donc il faut investir une petite somme, un petit pourcentage, 5-10% par exemple, de son patrimoine et pas plus. Cependant, à long terme, il me paraît évident que le Bitcoin va permettre de protéger le pouvoir d'achat. Pour moi, c'est une valeur de réserve, c'est une alternative à l'euro, au dollar, qui, en ce qui me concerne, pour moi, sont condamnés à long terme. Et donc, c'est une manière de protéger son patrimoine dans le futur. Donc, moi, encore une fois, je conseille de s'y intéresser, de comprendre, et ensuite d'investir parce qu'on a compris l'éthos du Bitcoin et de pourquoi il y a une valeur. On dit que le Bitcoin n'a pas de sous-jacent et que donc c'est de la flûte. En réalité, il y a un sous-jacent très fort qui est celui de la confiance, à la fois technologique dans la blockchain du Bitcoin qui existe depuis plus de 13 ans et qui est extrêmement résiliente, et puis la politique monétaire du Bitcoin qui permet pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'avoir une monnaie qui soit complètement déflationniste avec une politique monétaire connue à l'avance. Et donc ça permet d'avoir un rempart. Il y aura que 21 millions de bitcoins. Et donc ça, c'est une véritable... Posséder un bitcoin aujourd'hui, on sait qu'on a un 21 millionième, et même dans 100 ans, ce sera toujours le cas. Donc à long terme, ça me paraît être un placement extrêmement important. Et je le vois pas comme un investissement spéculatif, mais vraiment comme un hedge, une protection. C'est-à-dire qu'on achète une assurance dans le futur de pouvoir au moins avoir quelque chose si vraiment l'inflation continue de se développer. Et je pense qu'elle va continuer de se développer de manière galopante. Et c'est quand même plus liquide que l'immobilier. L'immobilier dépend des taux. Donc voilà, je pense que avoir des cryptoactifs me paraît très intelligent. Il faut juste bien voir ça sur du long terme et sur un pourcentage du patrimoine qui permet de limiter son exposition, parce qu'encore une fois, c'est volatile et c'est risqué. C'est très intéressant, cette vision développement personnel. Du coup, ça me donne envie de te demander, pour toi, c'est quoi le meilleur mindset pour investir dans la crypto? C'est-à-dire vraiment son why, et au contraire, le mindset qu'il faut absolument pas avoir pour investir, la motivation en fait. Alors, ce qu'il faut éviter, mais bon, ça, chacun prend ses propres décisions, mais se dire d'investir dans la crypto pour devenir riche rapidement, là, ça, c'est de l'influenceur Dubaï. Ça, c'est pas le bon mindset. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est surtout possible qu'à la fin, on se laisse embarquer dans le truc, on va investir, on va faire du trading, on va se croire plus fort que le marché, on va essayer de timer le marché, puis on va tout perdre, et puis on va se dire, je me suis fait avoir. Donc non, ça, c'est vraiment à proscrire. Je pense que le bon mindset, le bon état d'esprit pour investir dans les cryptoactifs et donc dans le Bitcoin, c'est de comprendre qu'il est important de pouvoir posséder quelque chose d'universel. Quand on possède des bitcoins, en fait, personne ne peut venir vous les prendre, personne ne peut venir les bloquer à partir du moment où, bien sûr, on les possède vraiment sur une clé Ledger, par exemple, ou un équivalent, et pas en les laissant pas sur un échange. On pense que le bitcoin est une monnaie virtuelle. En réalité, il n'y a rien de plus physique que la possession du bitcoin, parce que si je possède un bitcoin, personne ne peut me le retirer. Et ça, c'est un droit fondamental
du citoyen, de pouvoir posséder quelque chose de manière inaliénable. Et donc, en ça, le Bitcoin apporte une véritable force. Et c'est pour ça qu'il crée de la confiance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Et là est le bon mindset. Et pour arriver à ce mindset et se dire, mais pourquoi finalement je pense que je dois posséder quelque chose alors que j'ai des euros, tout va bien. Eh bien, en comprenant le Bitcoin, on va comprendre la monnaie. Et là, on va se dire, ah oui, ok, d'accord. Finalement, la monnaie, c'est pas forcément ce que je pensais. C'est beaucoup plus virtuel et beaucoup plus vaporeux que ce que je pouvais imaginer. Et donc, oui, j'ai peut-être intérêt à protéger mon futur en prenant des cryptoactifs parce que ça, pour le coup, à long terme, ça peut vraiment s'apprécier et protéger mon patrimoine. En parlant de futur, on l'a compris, les cryptos vont prendre de plus en plus de place dans le futur du monde du travail. Donc, c'est quoi les formations qui existent aujourd'hui pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit peut-être que je voudrais bosser dans la crypto? Alors, quelqu'un qui voudrait... la première chose, ça va être de comprendre le Bitcoin, de passer du temps pour l'étudier. Qu'est-ce que la décentralisation, la blockchain, le mining? Donc ça, c'est investir du temps. Et il y a de très, très bons tutos. On peut écouter Asher, par exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, de passer du temps pour comprendre cet univers et voir aussi si, en termes d'ethos, on est en accord avec les valeurs. Parce que tout le monde n'est pas non plus en accord avec les valeurs du Bitcoin. Il y en a qui sont des étatistes, tout doit être centralisé, géré par l'État. Enfin voilà, chacun a le droit à ses opinions. Donc, une fois qu'on se dit, OK, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, là, soit vous êtes un tech et donc vous allez regarder plutôt les smart contracts, vous allez regarder comment fonctionne le déploiement technologique des différents cryptoactifs, Ethereum, etc. Donc là, il y a des formations et par exemple, moi j'ai une école qui s'appelle AlgoSup, on forme des développeurs. Vous pouvez venir aussi vous former de manière professionnelle sur la blockchain, sur les cryptoactifs. Donc et puis il y a plein d'autres écoles qui le font. Il y a plein de formations. Ou alors, si vous n'êtes pas forcément tech, parce qu'il n'y a pas que des techs dans l'univers Web3, il y a beaucoup de besoins dans la gestion communautaire, dans la gestion, parce qu'il y a beaucoup de communautés, donc il faut les gérer, il faut créer du contenu, il faut les animer, il y a le marketing digital. Et donc là, ça c'est des choses qui sont plus classiques, mais on a besoin de comprendre l'univers un petit peu des cryptoactifs, dans la manière dont on s'adresse aux gens et donc de passer du temps et donc de suivre des projets, d'aller dans des communautés, de s'intéresser, d'aller dans des meet-up, et c'est comme ça qu'on va se former et pourquoi pas commencer une nouvelle carrière. Tout à l'heure, tu disais, et à juste titre, que les NFT et le métavers, ça a fait son temps et maintenant ça s'est essoufflé, on n'en parle plus, on n'en voit plus nulle part. Tu penses que c'est un phénomène qui peut arriver avec les cryptos? Ça peut s'essouffler avec le temps? Non, je pense pas parce que les cryptoactifs, en tout cas le Bitcoin, représente une véritable réserve de valeur et apporte une vraie solution à l'humanité. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste un espèce de gadget. J'en parlais tout à l'heure. Solution, pour résoudre quoi? Pour résoudre c'est la dernière solution, c'est le dernier rempart qui permet à tout citoyen, tout être humain de pouvoir posséder un actif financier de manière viscérale. C'est-à-dire que, au même titre que l'or, j'ai un lingot d'or, je le possède. Après, on peut peut-être venir me le retirer par la force, mais je possède, j'ai de l'or et je suis pas dépendant d'un tiers. Le Bitcoin, c'est pareil, c'est même encore plus fort parce qu'on peut pas le retirer par la force. Et donc ça représente, en fait, ça répond à un besoin primal qui est la possession. Alors d'aucuns vont dire la possession c'est mal, la propriété c'est le vol. Donc encore une fois, chacun est libre de ses opinions. Mais si on considère que on croit à la propriété, qu'on a envie de posséder son terrain, sa maison. On a envie de posséder des actifs qui soient vraiment matériels, que l'on peut posséder, que l'on peut quasiment sentir. Et le Bitcoin, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser initialement, correspond à ça et coche toutes les cases. Et donc, c'est ça ce qu'apporte le Bitcoin, avec en plus la possibilité de pouvoir le transférer dans le monde entier, directement, sans passer par des tiers, sans qu'on vous pose des questions. Donc, c'est la liberté fondamentale. Et pour moi, la liberté, c'est une des valeurs les plus fondamentales de l'existence. Et donc, le Bitcoin vient ajouter une pierre importante à cet édifice. Et c'est pour ça qu'il me paraît impossible qu'on se désintéresse du Bitcoin parce que on n'est pas prêt de se désintéresser de la liberté. C'est très puissant, philosophiquement. Merci pour ce partage. Tu réponds quoi aux gens qui disent que les cryptos, c'est jouer avec l'argent ? Alors, ça dépend ce qu'ils veulent dire par là, dans le sens, est-ce que c'est jouer avec... Comme le casino, tu mets de l'argent en jeu et tu le brûles. Que c'est irresponsable. Alors, c'est ça, c'est une question de Parce qu'il y a cette notion dans la crypto de lâcher prise.
tu peux perdre. Bien sûr. Alors, on va dire ce qui est irresponsable, et après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ce qui est effectivement un peu irresponsable, c'est d'investir de l'argent dont on a besoin et de vouloir faire du trading, d'essayer de gagner beaucoup d'argent rapidement en faisant des paris sur des shitcoins, des trucs en disant peut-être ça va faire x100. Là, c'est vraiment du casino total. Et alors, soit on sait que c'est du casino, on le reconnaît comme du casino et on a le droit d'aller jouer au casino et plutôt que d'aller sur une table de blackjack, on va aller faire de la crypto, très bien. Mais si par contre, on pense vraiment sincèrement qu'on va devenir riche grâce à ça et que on va jouer son argent alors qu'on en a besoin et qu'on va prendre un risque énorme de tout perdre, et en général, on va tout perdre, là, c'est irresponsable parce qu'on se met en danger et quelque part, c'est addictif, maladif. Et là, c'est pas lié à la crypto en soi, hein, c'est lié à un autre problème qui est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des conneries. Et pour moi, l'éthos de la crypto, c'est pas ça. Et moi, ce que je conseille en général en investissement, si on va avoir de la crypto, donc c'est acheter du Bitcoin et oublier qu'on l'a. C'est-à-dire que la manière la plus performante, là, le lâcher prise dans le sens, ce qu'on dit hodl, hein, dans le langage crypto, c'est-à-dire j'achète et je l'oublie, puisque c'est la seule manière à long terme de faire des profits. Si tous les jours on regarde son prix, à un moment on dit ah là là ça a monté, je vends, alors qu'en fait ça va faire x10 dans un an, ou alors ça a baissé, j'en peux plus, je craque psychologiquement, je vends, alors que 3 mois après ça remonte. Donc la meilleure approche, c'est d'acheter et d'oublier. Et ça, en matière de mindset et de charge mentale, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et donc oui, c'est à l'opposé de l'aspect casino. Moi, je revendique pas du tout l'aspect d'aller casino, d'aller faire du trading et d'essayer de devenir riche comme ça. Ça, c'est un métier de trader. Trader, c'est un métier, que ce soit en crypto, que ce soit dans tous les dans les actifs, c'est un métier. Et souvent, c'est pas ceux des petits jeunes qui se lancent parce qu'ils se sont fait un petit peu retourner le cerveau par des influenceurs de pacotille. Donc, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas la crypto est juste utilisée dans ce cadre-là, mais fondamentalement, la crypto, c'est pas jouer avec l'argent. C'est incroyable. Tu m'as fait une passe décisive sans même le savoir. Je compte te poser une question sur les influenceurs justement. Donc la transition, elle est toute trouvée. On parlait d'Asher, qui, tu l'as très bien dit, n'est pas un influenceur, mais un créateur de contenu de grande qualité, soit dit en passant. Les influenceurs, la réalité aussi sur Insta et sur d'autres réseaux, c'est qu'ils prennent aussi beaucoup la parole sur les cryptos à travers des placements de produits. Ils ont été repris par la DRET, donc par le service de répression des fraudes, car on le rappelle, c'est très encadré. C'est quoi ta vision sur ces prises de parole médiatiques, que ça soit les youtubeurs, que ça soit les influenceurs? Est-ce que tu penses que majoritairement ça favorise un impact positif sur la crypto, ou au contraire que ça dessert les cryptos? Alors, pour moi, ça dessert la crypto. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup trop d'influenceurs et de personnes qui prennent la parole sur ce sujet, qui le font dans un but de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour essayer d'éduquer les personnes, de les faire avancer dans leur cheminement personnel de la liberté financière. Ils sont là pour exploiter des personnes qui sont en situation de faiblesse. De précarité. Et de précarité, exactement. Qui se disent, oui, mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas devenir riche? Mais ça, c'est pas que la crypto. Ils le font aussi pour des systèmes de trading, d'achat, de vente d'actions, de copy trading Telegram, les groupes Telegram. Enfin, tout ça, c'est très large et la crypto est dedans. Et malheureusement, à cause de cela, on va parler de la crypto en des termes de jouer avec l'argent, casino, parce que ça va être porté par des influenceurs qui, au final, vendent du vent. Ce sont des escrocs. Et la plupart du temps, ces influenceurs ne sont pas en France. Ils vont aller dans des pays où ils risquent rien. Et eux sont là pour faire des coups. Et avant c'était le dropshipping, demain c'est la crypto, après-demain ça va être le trading sur des places de marché. Donc ce sont des opportunistes, ils en ont juste rien à faire de l'éthos de la crypto. Je suis même pas sûr qu'ils y croient. Enfin, ils s'en fichent, ils sont juste là pour faire de l'argent et d'exploiter, la naïveté des personnes qui sont un peu perdues. Et donc c'est comme ça. Et ça sert à rien de dire c'est pas bien, enfin ok, c'est comme ça, ça a continué d'exister. Et donc je pense qu'il est important qu'il y ait des créateurs de contenu comme Asher, comme d'autres, qui prennent la parole, qui créent des contenus de qualité, qui peut-être feront moins de vues, parce que malheureusement c'est plus facile d'aller voir des trucs pourris qui font rêver que des contenus de qualité. Asher cartonne, hein. Oui, Asher cartonne, mais c'est pas le cas de tous les créateurs de contenu crypto. Et parce que ça fait moins de sensationnel, moins de buzz, moins de polémique. Exactement. Et de toute façon, souvent les créateurs de contenu, en fait, on leur propose, tiens, va faire la promo de tel ou tel truc à la con, tiens, je te file 30 000 euros. Et à un moment, l'argent fait aussi tourner la tête. Et je comprends qu'on puisse arriver on puisse le mettre le doigt dans l'engrenage. Et
je vais pas dire c'est pas bien, faut résister. Moi, je suis pas à leur place. Je veux dire, c'est pas facile pour tout le monde. Mais cependant, à long terme, ça crée une image négative pour les cryptoactifs et donc il faut qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu qui créent du contenu de qualité de manière responsable. Et après, et heureusement, il y en a, comme Asher. Bon, après, je pense que le public aussi s'éduque et est peut-être moins naïf maintenant sur le fait de devenir riche grâce au dernier shitcoin. Ça va. Enfin, quand même, il y a une éducation. Les masses se font avoir régulièrement, mais quand même, c'est de plus en plus difficile. Le dropshipping, par exemple, aujourd'hui, les gens sont moins dupes d'acheter des trucs pourris de Chine, vendus 20 fois le prix. Enfin, ça marche plus, ça, par exemple. Et donc, je pense que le fait de vendre du rêve en crypto, en devenir riche, ça marchera plus, ça marchera beaucoup moins. Donc, de toute façon, ils trouveront autre chose et ensuite à nous en tant que de prendre la parole sur les cryptoactifs de manière responsable, éducative sur le long terme, parce que c'est important qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et que ce soit surtout pour les jeunes générations, qu'elles aillent dans les cryptoactifs pour de bonnes raisons en comprenant bien de quoi il en retourne. D'où l'importance de faire bien la nuance, comme tu l'as dit, entre les influenceurs et les créateurs de contenu, et bien sûr de faire de la pédagogie, un maximum de sensibilisation et d'éducation sur le sujet. On parle d'ailleurs même d'éducation financière dans sa globalité. C'est quoi tes projets, Eric, avec Ledger ou peut-être avec M6, dans qui veut être ton associé, ou même peut-être d'autres projets? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'attend prochainement? Alors, Ledger, moi, je suis plus actif chez Ledger depuis 5 ans. Donc, je continue d'être actionnaire, mais je travaille plus chez Ledger, je suis pas actif. Aujourd'hui, mes activités, c'est principalement autour de l'entrepreneuriat et notamment via l'émission de M6 qui veut être mon associé. Donc là, il y aura une 5e saison qui sera tournée en septembre. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir déposer votre dossier pour participer à l'émission si vous en avez envie. C'est un véritable tremplin qui permet de mettre en avant votre produit, puis aussi, pourquoi pas, d'avoir la chance d'être accompagné par des investisseurs. Et donc l'entrepreneuriat, c'est j'ai un domaine. Moi, j'habite en Sologne, donc à 2 heures de Paris, dans le centre. J'ai un domaine. Je suis en train de rénover, et là-bas, je fais beaucoup de masterclass et d'éducation autour de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse et ce qui m'anime, c'est la transmission, de faire partager mon expérience auprès d'entrepreneurs qui ont des problématiques et de les aider, de les faire avancer sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui mes projets, avec toujours un peu de saupoudrage de crypto, parce que c'est quand même quelque chose qui pour moi est important. Moi, je suis all-in en crypto. Toutes les entreprises que j'ai fondées sont à fond sur la crypto. Moi-même, je suis énormément exposé en Bitcoin parce que c'est ma vision des choses. Donc forcément, je continue de prendre la parole sur ces sujets-là, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat qui aujourd'hui m'anime le plus. Des projets liés à la transmission d'expérience. Merci beaucoup aujourd'hui de nous avoir transmis ta vision, ton expérience, Eric. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.